Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Le 19e congrès du Parti communiste chinois s'est achevé récemment. Dans son rapport, le président chinois a redéfini le socialisme à la chinoise et il a indiqué le chemin pour le futur développement de la Chine. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse détaillée de son rapport avec notre invité. Avant cela, je vous propose de regarder ce reportage. Le socialisme à la chinoise est entré dans la nouvelle ère, a proclamé le président chinois Xi Jinping lors de son rapport d'ouverture du 19e congrès du PCC. Il a également déclaré que la contradiction principale dans le développement sociétal chinois s'était transformée et se situait désormais entre l'aspiration croissante de la population à une vie meilleure et le développement insuffisant et déséquilibré du pays. Dans son rapport, Xi Jinping a souligné une approche en deux phases pour parvenir à la construction intégrale d'une société de moyenne aisance. La première phase va s'étendre de 2020 à 2035, période durant laquelle la Chine s'efforcera de réaliser globalement la modernisation socialiste. Lors de la deuxième phase, courant de 2035 jusqu'à la moitié du XXIe siècle, la Chine se développera en un grand pays moderne socialiste, à la fois prospère, fort, démocratique, avancé sur le plan culturel, harmonieux et beau. Pour moi, le point le plus marquant dans le rapport du 19e congrès, c'est la promesse d'une nouvelle ère du socialisme aux caractéristiques chinoises. Il est apparu clairement durant le rapport de Xi Jinping, mais aussi de la conférence de presse, que la Chine a des objectifs très ambitieux pour les 5 prochaines années. L'un de ses objectifs prioritaires est l'édification intégrale d'une société de moyenne aisance d'ici 2020. Et lors de ce 19e congrès, le bien-être du peuple chinois a été un sujet primordial. Merci de nous retrouver. Aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau M. Wu Zexie. Vous êtes ancien diplomate, vous avez mené une longue carrière diplomatique en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, dans son rapport, le président chinois Xi Jinping a consacré beaucoup de temps à analyser la situation actuelle et il a affirmé que le socialisme à la chinoise est entré dans une nouvelle ère. Alors, selon vous, quelles sont les grandes nouveautés qui vont marquer cette nouvelle ère? Bon, pour cette nouvelle ère, il y a certainement quelque chose à retenir. On s'est fixé en Chine deux objectifs centenaires. Le premier, c'est que vers l'année 2020, c'est-à-dire le centenaire de la naissance du Parti communiste chinois, donc vers cette échéance, il faut que la Chine devienne un pays d'aisance moyenne. Voilà. En fait, nous avons déjà réussi à régler le problème alimentaire, c'est-à-dire satisfaire les besoins élémentaux de la population, il y a quelques années. Mais en 2020, il y aura une situation encore meilleure, c'est-à-dire le pays deviendra un pays d'aisance moyenne, il n'y aura plus aucun Chinois vivant en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est un objectif centenaire qu'on s'est donné et on va atteindre cet objectif sans problème parce que tout ce que nous avons fait depuis ces 5 dernières années et depuis quelques décennies montre que nous avons cette capacité d'atteindre nos objectifs de développement. Alors, ça c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est un deuxième objectif centenaire, c'est-à-dire vers le milieu de ce siècle, vers 2050, il marquera le centenaire de la naissance de la Chine nouvelle. Parce que la Chine nouvelle a été établie en 1949, comme vous le savez. À ce moment-là, pour nous, notre ambition, c'est de transformer la Chine en un pays développé, un pays moderne, socialiste, bref, un pays développé. Aujourd'hui, on est toujours le plus grand pays en voie de développement. Mais là, lorsqu'on aura atteint le deuxième objectif centenaire, la Chine sera un pays moderne et développé. Alors, la nouveauté dans ce rapport, c'est que
puisqu'on va bientôt atteindre le premier objectif et qu'on devrait faire les efforts pour atteindre le deuxième, la nouveauté dans ce rapport, c'est de fixer un nouvel agenda stratégique pour le développement économique et social, mais aussi pour la construction du système politique dans le pays, pour atteindre finalement le deuxième objectif. C'est-à-dire, cette fois, on a vu clairement l'agenda fixé de quelle année à quelle année on va avoir quel objectif, donc tout est plus clair. Alors, le président a aussi évoqué le défi principal auquel faisait face la société chinoise et il a redéfini ce défi. Alors, comment analysez-vous ce changement dans la définition du défi principal? Bon, on est toujours en face des défis. Mais à chaque période, voilà, les défis sont de caractère différent. Par exemple, avant, notre principal souci, c'est comment régler le problème alimentaire. Il faut savoir que c'était toujours la préoccupation numéro 1 des Chinois depuis des milliers d'années, le problème alimentaire. D'accord? Pour satisfaire les besoins élémentaux des gens, voilà, il faut d'abord régler ce problème. De manger à sa faim. Voilà. Et aujourd'hui, on a déjà réglé ce problème. Voilà. Le problème alimentaire ne se pose plus. Le défi d'aujourd'hui, c'est que ce n'est plus le problème élémentaire qui se pose, mais les gens sont plus exigeants. Voilà, l'exemple que j'ai donné montre que, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut être plus riche, voilà. On veut disposer plus de moyens pour vivre mieux, voilà. On veut aussi plus de produits culturels pour satisfaire les besoins culturels, mais on veut aussi un environnement politique, un état de droit, voilà, plus de démocratie, voilà, plus de justice. Tout ça, ce sont des exigences tout à fait légitimes. Eh bien, justement dans ce rapport, on évoque tous ces points en disant ben, nous allons faire des efforts pour satisfaire, voilà, les besoins de plus en plus exigeants, voilà, de la population. Et c'est la vocation d'ailleurs du Parti communiste chinois, parce que l'idéologie du Parti communiste chinois, c'est de réaliser une société communiste, finalement. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans le rapport, et dès le début du rapport, le secrétaire général, M. Xi Jinping, a rappelé il ne faut jamais oublier notre objectif initial, c'est-à-dire servir le peuple, réaliser une société communiste. Voilà. Donc tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est pour atteindre cet objectif à long terme, mais commençons par les efforts visant à atteindre les objectifs à court et à moyen terme. D'accord? Donc voilà, le défi est plus dur, mais nous pensons que nous avons aujourd'hui la capacité, la possibilité de réaliser, de relever ce défi. J'aimerais bien rappeler que durant les 5 dernières années, la croissance économique chinoise, c'est 7,3% par an en moyenne. Donc les gens sont... la population chinoise bénéficie de ces fruits, puisqu'en même temps, durant la même période, le revenu par chaque habitant en moyenne augmente de 7,4%, légèrement supérieur à la croissance économique. Vous voyez, donc les gens sont nettement plus aisés qu'avant. L'année dernière, il y a eu 120 millions de touristes chinois qui ont sillonné le monde. Il faut avoir des moyens, sinon on ne peut pas voyager. De 2012 à 2017, 55,64 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté, soit plus de 10 millions de résidents ruraux par an. Sur tout le territoire chinois, le taux de pauvreté est descendu de 10,2% en 2012 à 4,5% en 2016. Poverty alleviation in China had several significant features which are very interesting. I mean, I think first of all was the policy-led approach. It was very bold policies. So, very early on, the first changes to household responsibility systems and so on, these were not easy reforms to make. The other thing I think is really interesting about it
is that there was a big role for government. So yes, you have private firms and private industry making a lot of the growth, but you also had a lot of government guidance in terms of policy and in terms of social programs as well, to make sure that people benefited and that people were included in that growth. Vous avez dit tout à l'heure que manger à sa faim n'a plus un problème, mais dans le rapport, le président n'a pas manqué de souligner qu'il restera encore de grands défis à relever, surtout dans le domaine de la réduction de la pauvreté. En fait, il a souligné que les besoins de plus en plus exigeants de la population et devant le défi d'un développement déséquilibré et les potentiels de l'économie chinoise n'ont pas encore été pleinement exploités. Et pour ces déséquilibres, on voit qu'il y a des gens qui sont devenus certainement plus aisés, mais dans la campagne, il y a encore des gens qui vivent sous la seuil de pauvreté et la situation est très grave aussi. Est-ce que les moyens dans le rapport ou avancés par le gouvernement est efficace et seront efficaces pour résoudre ce déséquilibre? Vous avez tout à fait raison de mentionner tous ces problèmes, voilà, qui sont d'ailleurs évoqués assez en détail dans le rapport. Voilà, il y a les écarts de développement entre les régions, il y a les écarts de niveau de vie entre les citadins et les ruraux, il y a surtout encore une lutte contre la pauvreté très dure à mener. Il faut savoir qu'il nous reste encore plus de 40 millions de Chinois vivant en dessous du seuil de pauvreté. Or, notre objectif, je vous rappelle, c'est qu'en 2020, il faudra qu'aucun Chinois ne vive plus. Est-ce que c'est un objectif réaliste? Tout à fait, puisque pendant ces 5 dernières années, chaque année, c'est plus de 13 millions de Chinois vivant en dessous du seuil de pauvreté ont pu se débarrasser de l'état de pauvreté. Et si on regarde de façon rétrospective, depuis 1978, l'année où on a commencé la réforme et l'ouverture, c'est plus de 700 millions voilà, de Chinois qui ont pu sortir de l'état de pauvreté. Donc les efforts ont été menés avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de moyens mobilisés. Et aujourd'hui, puisqu'on a des moyens financiers voilà, plus importants, voilà, il n'y aura aucun problème sur le plan financier de gagner cette bataille. C'est-à-dire sortir les 40 millions restants de Chinois vivant encore en dessous de cette pauvreté, voilà, pour leur donner une meilleure vie. Le problème se pose ailleurs, parce que ce qui reste encore dans l'état de pauvreté constitue le noyau dur pour cette bataille. Pourquoi? Parce que très souvent ce sont des gens qui vivent dans des régions d'accès difficiles, dans des régions où les conditions naturelles sont très dures. Alors, il est très difficile, très souvent, dans la plupart des cas, il est très difficile de les laisser sur leur terre ancestrale et de trouver une solution. Mais la réalité, c'est que, en effet, ces gens-là qui sont habitués à leur terre, à leur environnement ancestral, ils ne veulent pas quitter parce qu'ils sont tellement attachés voilà, à leur région. Il y a toujours une contradiction entre la perception d'une meilleure vie et les critères Il faut faire changer la mentalité des gens. Il faut leur donner la confiance. Il faut bien sûr investir. Il faut créer des conditions de vie déjà là, bien meilleures pour attirer ces gens-là. Voilà. Venez ici, l'État vous aide pour créer les premières infrastructures. Mais ensuite, ce n'est pas la solution de donner simplement de l'argent. C'est le changement de mode de vie. C'est le changement de mentalité. Ce n'est pas une chose facile. C'est plus dur que vous croyez. Parce que nous sommes des citadins, nous sommes habitués à toutes sortes de nouveautés. Ce n'est pas le cas pour les ruraux qui vivent dans des régions plus ou moins reculées et isolées. Donc là, c'est un travail de persuasion qu'on doit faire durant le reste du temps pour finalement sortir tous les
Chinois vivant encore en dessous du seuil de pauvreté de réussir une meilleure vie. Alors il y a un autre point important concernant le futur de la Chine, c'est la lutte contre la corruption. Et le président a utilisé des métaphores pour mieux illustrer cette campagne de la lutte contre la corruption. Il a dit cette campagne s'est attaquée de façon inébranlable aux tigres comme aux mouches, tout en rattrapant les renards. Donc comment pouvez-vous nous expliquer un peu la signification de ces métaphores? C'est certainement très intéressant, même pas amusant pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais c'est très sérieux. Cette lutte est vraiment sérieuse. Lorsque le président a lu son rapport, a présenté son rapport au Congrès, voilà, il a commencé par une introduction et puis il a énuméré les fruits de travail, voilà, que le parti a accompli. Lorsqu'il a évoqué cet aspect de la lutte contre la corruption, ce que j'ai remarqué, tous les délégués ont applaudi fortement. La raison est très simple. Cette lutte contre la corruption répond aux préoccupations de tous, non seulement aux délégués, mais aussi à la population que ces délégués représentent. En fait, il y a une logique qui est très claire et très simple, c'est que vous avez beau créer la richesse, si cette richesse n'est pas bien répartie, s'il y a des corrompus, voilà, il y a des mécontents. D'ailleurs, pour nous les Chinois, il y a un vieux dicton qui dit « ce n'est pas l'insuffisance qui pose le problème, c'est la mauvaise répartition, voilà, qui pose le problème ». Donc la lutte contre la corruption, c'est une lutte cruciale, non seulement pour le pays, c'est aussi pour le parti, parce que le parti a une vocation de servir au peuple. Si certains cadres, voilà, profitent du pouvoir qu'ils ont pour voilà, ses intérêts propres, ça va à l'encontre de la vocation du parti. Et ça donne une image catastrophique aux yeux de la population. Parce que vous dites, vous servez le peuple, mais alors que, voilà, certains d'entre vous sont en train de piller, de voler. Voilà. Donc, le parti lui-même mène une lutte sans merci contre les corrompus. Ça, c'est vraiment, voilà, quelque chose de remarquable. Il y a des chiffres. J'aimerais bien vous donner quelques chiffres, parce que c'est très parlant. Alors, en 5 ans, jusqu'à la fin du mois de juin, combien de cadres au niveau égal ou supérieur des rangs de vice-ministres ont été punis? 280. Les cadres haut placés, y compris des membres du comité central, des membres suppléants du comité central, même des membres du bureau politique. Vous voyez, c'est une lutte qui est menée sans merci, une lutte sans merci contre tous les corrompus. C'est les tigres. Ça, ce sont les tigres. Là, ce sont des tigres. Voilà. Et puis, les renards. Les renards veut dire, voilà, les cadres qui se situent au rang intermédiaire, les directeurs généraux. Combien ont été punis? 8600. Plus de 8600. Un chiffre, voilà. Bon. Et puis, il y a aussi, comme on a évoqué, il y a des mouches. Il y a des mouches. Les cadres au niveau des directeurs de service, combien ils ont été punis? 66 000. C'est dans l'ensemble du pays. Hein. Mais il ne faut pas oublier que le Parti communiste chinois compte à peu près 90 millions de membres. Donc il ne faut pas exagérer voilà, le pourcentage. Il faut pas, voilà. Mais le nombre est quand même impressionnant. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et puis il y en a d'autres. Il y a d'autres cadres qui sont au rang inférieur que les chefs de service. Là, le nombre est encore plus important, c'est 1 340 000. Vous voyez? Voilà. Plus les cadres du parti des villages. Là aussi, voilà, il y a combien? 640 000. Voilà. Ce sont des chiffres impressionnants. Mais il faut savoir une chose. Ce sont des gens
qui représente certes une petite proportion par rapport au nombre énorme des membres du parti, mais qui provoque des effets néfastes. Voilà. Donc, la lutte contre la corruption est certainement cruciale pour la vie du parti, pour l'image du parti, mais surtout pour satisfaire aux préoccupations de la population. D'accord? Donc, voilà, tout le monde applaudit pour le résultat de cette lutte contre la corruption. D'ailleurs, le secrétaire général, M. Xi, a insisté à maintes reprises dans le rapport que cette lutte va continuer à être menée sans merci. Il y aura toujours une haute pression, voilà. Il y aura toujours une dissuasion, voilà, constante, voilà, vis-à-vis de la corruption. Donc là, je pense que c'est aussi un aspect très positif du Parti communiste chinois, puisque la corruption, c'est un phénomène universel. Ce n'est pas un privilège de la Chine. Mais le Parti communiste chinois en Chine, nous avons cette détermination et des moyens efficaces, voilà, contre les corrompus. Et là-dessus, je suis totalement confiant, voilà, pour le futur travail du parti dans ce domaine. Et puisque vous avez travaillé comme diplomate, vous pensez que la diplomatie chinoise a fait les ajustements nécessaires pour s'adapter à la nouvelle donne géopolitique? Évidemment, on est obligé de s'adapter tout le temps à l'évolution de la situation internationale. Mais il faut savoir qu'il y a une continuité. Les principes de base ne changent pas. C'est-à-dire, la diplomatie chinoise poursuit toujours deux objectifs principaux, la paix et le développement. Mais quand même, il y a des modifications, il y a des... Évidemment, il y a légères... toujours des nouvelles mesures, des nouvelles initiatives, des nouveaux mécanismes créés pour atteindre ces deux objectifs fondamentaux. Par exemple, durant ces dernières décennies, qu'est-ce qu'on a fait? Beaucoup de choses. On a noué des partenariats avec plus d'une centaine de pays ou de régions ou des organisations régionales. Voilà. Il y a par exemple le Forum de coopération Chine-Afrique, Chine-Amérique latine, Chine-Arabe. Il y a toutes les tous les partenariats noués avec les différentes régions ou organisations régionales, par exemple le mécanisme de concertation entre la Chine et l'Europe, entre la Chine et l'Europe de l'Est, entre la Chine et l'ASEAN. D'ailleurs, la Chine participe activement à certains cadres de coopération multilatérale comme l'APEC, comme G20, comme BRICS. Est-ce que vous dites que c'est plus active? Oui, bien sûr, bien sûr. Le monde évolue, la diplomatie chinoise est plus active, forcément. D'ailleurs, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'avant 1978, l'année qui a marqué l'ouverture de la Chine était un pays qui était enfermé. Ce n'est pas totalement la faute de la Chine, c'est parce que l'environnement était un peu hostile. Bon, c'était un pays enfermé. Et que le pays s'est ouvert à tout le monde, l'ouverture sera totale, de plus en plus grande. Du coup, la diplomatie chinoise est beaucoup plus active par rapport au passé. Donc il y a toute cette série de mécanismes de partenariat. Il y a aussi cette fameuse idée de construire une communauté de destin de l'humanité. Voilà. Le président Xi Jinping lui-même a donné un discours au début de cette année à Genève pour expliquer l'idée, qui résume assez bien l'objectif à long terme de la Chine en matière de la diplomatie. C'est de mobiliser tout le monde pour construire un monde meilleur. Et s'agissant de la relation de la Chine avec les autres pays, le président a affirmé que la Chine ne se contenterait jamais de simplement reproduire les modèles occidentaux, mais elle proposerait une solution chinoise qui puisse servir de référence aux pays qui cherchent
le développement, surtout un développement indépendant. Et vous avez vécu dans de nombreux pays, surtout en Afrique, là où il y a beaucoup de pays qui cherchent un développement indépendant. Alors, dans quelle mesure, selon vous, l'expérience chinoise peut-elle inspirer d'autres nations? En effet, voilà. En fait, la Chine a voulu copier le modèle occidental. C'était au début du siècle dernier. Le docteur Sun Yat-sen a voulu installer voilà, un régime à l'image occidentale à 100%. En Chine, ça n'a pas réussi. Ça a vécu 2 mois. Le docteur voilà, a réussi à créer une république. 2 mois après, il a été obligé de céder sa place à un seigneur de guerre. Et la Chine est entrée à nouveau dans une période de guerre civile, de conflit, sans arrêt, et la Chine continuait à subir des agressions étrangères. Ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi, et c'est dans ce contexte de l'échec que le Parti communiste est né. Et on a essayé de trouver une autre voie. Voilà. Et finalement, en 1949, on a réussi à créer une nouvelle république socialiste. Et bien sûr, avec tout le parcours que nous avons eu. Voilà. Nous avons remporté beaucoup de succès. En même temps, nous avons eu des échecs, des difficultés, des défis. Nous avons tiré nous-mêmes de ce que nous avons fait beaucoup d'expériences. Voilà. Et nous avons finalement réussi à faire 3 bonds. D'abord, en 1949, la Chine s'est redressée, parce qu'avant, ce n'était pas possible. Et puis, en 1978, nous avons commencé à s'enrichir, voilà, puisque nous avons adopté une nouvelle politique qui s'appelle la réforme et l'ouverture. Et aujourd'hui, comme le président Xi a évoqué dans le rapport du parti, nous sommes en train de commencer une nouvelle longue marche pour transformer la Chine en une puissance socialiste et moderne. D'accord? Nous avons fait des bons. Alors, ce sont des expériences que nous avons connues et nous pensons que voilà, nos expériences peuvent être partagées par certains d'autres pays en voie de développement. Parce qu'il y a des similitudes, il y a les mêmes passés. Mais à aucun moment, nous n'avons dit il faut que vous copiez nos modèles. Non. Chaque pays doit tenir compte de ses spécificités. Voilà. Donc, simplement, nous aimons bien faire partager nos expériences. Alors, si vous pensez qu'il y a quelque chose de positif qui pourrait être utile pour vous, tant mieux. Nous vous présentons voilà, ce que nous avons fait. Et puis, bon, et c'est à vous de voir comment combiner voilà, les expériences des autres et la réalité de votre propre pays. Alors, comme nous n'avons pas voulu voilà, copier le modèle des autres, nous pensons que pour les autres, nous n'avons jamais l'intention d'imposer nos modèles. Simplement, des échanges, partage des expériences, c'est ce que nous faisons. Nous avons des délégations qui visitent des pays en voie de développement et qui discutent avec eux pour faire des échanges d'expériences. Nous invitons aussi voilà, les amis étrangers en Chine pour des colloques, des discussions, des visites, afin qu'ils puissent mieux comprendre ce qui se passe chez nous. Et moi-même, j'ai eu l'expérience de ce genre avec des amis visiteurs étrangers voilà, qui veulent connaître davantage la Chine. Voilà. J'explique ce que nous faisons et puis bon, c'est à eux de voir dans quelle mesure ils peuvent s'inspirer des expériences chinoises et avec une adaptation à leur réalité nationale. Alors, je vous remercie, Monsieur Wu, d'avoir partagé vos points de vue et vos expériences avec nos téléspectateurs. C'est un plaisir. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.